Mortalité maternelle, néonatale et infantile, les députés au cœur d'une campagne de sensibilisation. Le repère reste les recommandations de la 126e Assemblée de l'Union interparlementaire tenue à Kampala. Libération du nord de notre pays, bientôt 100 000 de nos compatriotes dans une marche pacifique tenteront de rallier les zones occupées et l'opération est dénommée Fasoko. Sauvegarde de la biosphère de la boucle du Baoulé, le Fonds mondial de l'environnement implante 2 projets dans le cercle de Kita pour un coût de 90 millions de francs CFA. Nous sommes samedi 15 décembre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. L'information tant attendue vient juste de tomber, la liste du nouveau gouvernement que je vais découvrir en même temps que vous. Ce n'est pas tous les jours que nous recevons sur ce plateau le secrétaire général de la présidence de la République. Bonsoir, Monsieur Berthet. Merci à vous, Touré. Avec vous, la liste du nouveau gouvernement. Bien. Avec votre autorisation, je vais vous donner lecture du décret portant nomination des membres du gouvernement. Décret numéro 2012-710 PRM du 15 décembre 2012 portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2012-708 PRM du 11 décembre 2012 portant nomination du Premier ministre, sur proposition du Premier ministre, décrète, article 1er, sont nommés membres du gouvernement en qualité de ministre de l'économie, des finances et du budget, M. Tienan Koulibaly, ministre de la Défense et des anciens combattants, Général Yamoussa Kamara, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Tieman Hubert Koulibaly, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, colonel Moussa Senko Koulibaly, ministre des Mines, Dr Amadou Babassi, ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, M. Bokar Moussa Diarra, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Messaoud Ould Mohamed Labib, ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, M. Mamadou Namouri Traoré, ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Maître Demba Traoré, ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, Général Tiefi Konaté, ministre de l'Agriculture, M. Baba Berthet, ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Malik Koulibaly, ministre de l'Équipement et des Transports, colonel Ablay Koumaré, ministre de la Santé, M. Soumana Makadi, ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Abdel Karim Konaté, ministre de l'Artisanat et du Tourisme, M. Yeya Ag Mohamed Ali, ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, M. David Sagara, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Dr Diallo Dédia Mahaman Katra, ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies, M. Brahima Tolo, ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, Madame Alwata Ishata Saï, ministre de l'Énergie et de l'Eau, M. Makan Tunkara, ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, M. Ousmane Agrissa, ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Amey Founé Mahalmadan, ministre de l'Action humanitaire, de la Solidarité et des personnes âgées, Dr Mamadou Sidibé, ministre de l'Élevage et de la Pêche,
Madame Diané Mariam Kone. Ministre des Affaires religieuses et du culte, Dr Yacouba Traoré. Ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Manga Dambélé. Ministre de la Culture, M. Bruno Maïga. Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, chargé de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, M. Abdourahmane Oumar Touré. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel fait à Bamako le 15 décembre 2012, signé du président de la République et du Premier ministre. Voilà. Merci, Monsieur Berthet. On peut poser la question. Vous êtes passé ministre? Oh, ben écoutez, par la bénédiction de tous les parents, toute la famille et de mes collaborateurs. Merci, Monsieur le ministre. Okay. Nous poursuivons le cours de ce journal avec ce décret portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret 2012-708 PRM du 11 décembre 2012 portant nomination du Premier ministre, à la demande du Premier ministre, décrète, article 1er, l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire le lundi 17 décembre 2012. Article 2, l'ordre du jour de cette session extraordinaire porte sur l'examen des projets de texte suivants. Projet de loi de finances 2013, projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. Article 3, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Cet autre communiqué de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions du décret 2012-709 PRM du 14 décembre 2012, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire le lundi 17 décembre 2012. L'ordre du jour de la dite session porte sur l'examen des projets de texte suivants. Projet de loi des finances 2013, projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. Le président de l'Assemblée nationale s'est compté sur la présence de l'ensemble des honorables députés. Nous poursuivons donc le cours de ce journal. Je vous le disais dans les titres, la mortalité maternelle, néonatale et infantile au Mali et le rôle des parlementaires dans la lutte contre le phénomène. Le sujet était au centre d'une rencontre tenue ce matin ici à Bamako. Objectif, partager avec les députés les principales recommandations de la 126e Assemblée de l'Union interparlementaire tenue le 5 avril dernier à Kampala. Et cela porte sur la mortalité néonatale et infantile. Sokona Kamisoko. Au Mali, selon l'enquête démographique et de santé de 2006, plus de 342 enfants meurent chaque jour avant d'atteindre l'âge d'un mois. Cette même source révèle que toutes les 3 heures, au moins une femme meurt en donnant la vie. Une situation qui préoccupe. Et c'est pourquoi la Commission de santé et de développement social de l'Assemblée nationale, en collaboration avec l'ONG World Vision, a initié cette journée d'échange. Une journée qui leur a permis de faire le point des recommandations antérieures et surtout de dégager de nouvelles perspectives. Le sujet qui nous réunit est d'une importance capitale. Il s'agit de réfléchir ensemble sur la contribution des parlementaires dans la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile que connaît notre pays. Vous allez également regarder la résolution de l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire qui se penche généralement sur ces questions et vous allez en faire le point. Vous allez également voir ce que le Mali fait dans le cadre de la lutte contre la mortalité infantile. Vous allez regarder si le Mali prévoit dans son budget national suffisamment de ressources pour permettre vraiment d'amener les services de santé à mener une lutte partout ailleurs au Mali.
Les résolutions qui sortiront de cette rencontre permettront aux parlementaires de mettre en place un plan d'action plus approprié afin de lutter contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Dans le cadre de la capitalisation des soins essentiels dans la communauté, l'UNICEF, à la tête d'une délégation, s'est rendu dans le cercle de Kita et dans la commune rurale de Bangassi, c'est toujours dans le cercle de Kita, et cela pour des échanges avec les différents acteurs. Envoyés spéciaux, Aruna Diarra et Ramata Konate. À Kita, l'heure est à la préparation des acteurs socio-sanitaires pour l'enquête rapide sur les soins essentiels dans la communauté SEC. Cette enquête permettra de se renseigner sur la prise en charge de certaines maladies chez les enfants de moins de 5 ans, le taux et la qualité de l'utilisation de la planification familiale, ainsi que la promotion des gestes qui sauvent. En clair, c'est pour avoir des indicateurs sur l'état de mise en œuvre de la stratégie SEC. Ça nous permet d'aller un peu en profondeur et de pouvoir quand même mettre les doigts sur les aspects qui ne fonctionnent pas au niveau des zones considérées comme un problème. Donc, et d'élaborer des stratégies maintenant, s'il y a des actions correctrices à apporter, d'accorder la priorité à ces zones de faible performance. Déjà, on note quelques difficultés. Au niveau des districts sanitaires, ce que nous constatons comme problème, c'est cette supervision de proximité des CPM vers les ASC et qui ne se font pas de façon régulière. Une mission qui relève, selon le coordinateur Dr Yorete, des directeurs techniques des centres DTC. Après Kita et Kenyeba, notre équipe s'est rendue dans le cercle de Kai pour découvrir l'agent de santé communautaire ASC, Diara Fatoumata Dambélé, une matrone qui intervient dans 4 villages, dont Bangassi, Doudoumor. La population totale couverte est estimée à environ 31 000 habitants. Toutefois, l'agent de santé communautaire est confronté à un problème majeur. Franchement, j'ai une seule difficulté. Quand les gens viennent pour payer les médicaments, c'est un peu facile ici. Les populations ne payent pas les frais des médicaments et des consultations. Ici, à Bangassi, les maladies les plus fréquentes sont le paludisme et la diarrhée. Dans la région de Kai, le district sanitaire de Kita enregistre le plus grand nombre de villages situés à plus de 5 km d'une structure de santé. Ce cercle compte à lui seul 66 sites secs contre 10 dans le cercle de Nyoro. En 5e région, l'espoir renaît chez les femmes des régions du Nord malades de la fistule obstétricale. Le projet Fistula Care vient de lancer en leur faveur une campagne de prise en charge médicale à l'hôpital Somine Dolo de Mopti. Mopti, où nous retrouvons Yacouba Meiga. C'est grâce au projet Fistula Care, financé par l'USAID et exécuté par Intrahilf, qu'une dizaine de femmes de la région de Gao, malades de la fistule obstétricale, ont retrouvé aujourd'hui le sourire par la prise en charge médicale gratuite de leur cas à l'hôpital Somine Dolo de Mopti. Ces femmes, dont l'âge varie entre 16 et 30 ans, vivaient entre l'espoir de recouvrer un jour leur santé et la hantise de ne plus jamais pouvoir approcher leurs parents, leurs amis ou tout simplement des connaissances. Avec les événements, ce projet a été suspendu. Mais c'est grâce vraiment à l'engagement et à la mobilisation personnelle de son Excellence l'ambassadeur des États-Unis, Madame Rebecca Black, et son chef d'équipe, Nancy Levental, qu'on a pu lever la suspension. Le choix de l'hôpital Somine Dolo de Mopti pour conduire les opérations résulte de l'expérience et de la compétence que cette structure hospitalière a acquis dans la prise en charge de la fistule obstétricale. Les ressources humaines de Mopti sont à la hauteur et c'est des chirurgiens déjà de 3e niveau. Il leur suffit d'opérer beaucoup de fistules maintenant pour qu'on les appelle experts. Ça, c'est une activité très importante que nous soutenons et que vraiment nous continuerons à entretenir. La fistule obstétricale, faut-il le rappeler, est une lésion qui survient pendant l'accouchement. Et dans la plupart des cas, le bébé meurt et la mère souffre d'une incontinence chronique d'urine et de sel. Signature de convention hier entre la mairie de la commune urbaine de Kai et les associations et GIE porteurs de projets. La mairie leur a remis des chèques d'un montant de 33 millions de francs CFA pour le financement de 10 projets relatifs à l'assainissement et au maraîchage. Jafar Aïdara nous dit que ces financements sont le fruit de la coopération décentralisée entre la ville de Kai et l'agglomération Évry-Centre et Essonne, c'est en France.
Cette remise de chèques de 33 millions de francs CFA entre dans le cadre de la coopération décentralisée entre la commune urbaine de Caille et celle d'Evry en France. Ces fonds serviront à financer 10 projets, dont 3 projets d'assainissement, un projet de maraîchage et 6 projets de transformation de produits. J'exhorte à cet effet les chefs de quartier et particulièrement les présidents de SEDECI à s'impliquer mieux dans la gestion, le suivi, le contrôle, car la meilleure utilisation du fonds nous interpelle tous. Et chacun de nous a sa part de responsabilité dans cette gestion. Deuxième du genre, cette remise de chèques permettra aux autorités municipales de prendre en compte les besoins des populations et en même temps d'assurer leurs objectifs politiques pour renforcer la crédibilité de l'institution municipale auprès des populations. Chers bénéficiaires, une chose est de financer les projets, mais une autre est de les gérer dans les règles de l'art afin que nos efforts ne soient pas vains. Nous vous invitons à redoubler d'efforts pour réussir dans nos différents projets, afin que d'autres vous imitent dans nos efforts communs de développement. Il faut signaler que le Fonds de développement local est un outil qui contribue à renforcer l'image et la visibilité des actions de jumelage Caille-Evry, Centre-Essonne, vieux de 20 ans. Mobilisation pour libérer le nord de notre pays, bientôt 100 000 Maliens à l'assaut des régions occupées. C'est à la faveur d'une action citoyenne dénommée Opération Fasoko et c'est une marche populaire et pacifique qui va consister à faire converger des milliers de jeunes vers les zones occupées. L'activité est initiée par le bloc d'intervention populaire et pacifique pour la réunification. Bourama Traoré a suivi le point de presse donné par les responsables du bloc. À Caire, voyant rien n'est impossible, les jeunes du Mali veulent le démontrer à travers une marche populaire et pacifique en direction des régions du Nord. L'initiative s'appelle Opération Fasoko. Le seul but est d'aller dire au groupe djihadiste, disons aux bandits armés de quitter le Mali. Mais en y allant, nous ne prenons pas de bâton, pas de couteau ni de fusil. Mais tout simplement, nous aurons besoin de casquettes noires sur nos têtes, de mouchoirs blancs dans nos mains ou ce qu'on appelle des écharpes blanches au cou. C'est une opération qui aura à mobiliser un minimum de 100 000 personnes. Une opération inédite et citoyenne, objet de cette conférence de presse. Il s'agit de mieux édifier les confrères sur l'activité qui sera lancée à la fin du mois. Pour les initiateurs, l'heure de la mobilisation a donc sonné. Dans cette perspective, nous faisons note ces 2 citations du président John Kennedy. Un homme fait ce qu'il a à faire malgré les conséquences sur sa vie. Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Demande ce que tu peux faire pour ton pays. Comment l'opération Fasoko va être financée? Principale question à laquelle se sont intéressés les confrères. On compte sur vous, on n'a pas de moyens financiers. Et on se débrouille avec le peu que nous avons. Mais sans vous, ça va être vraiment difficile qu'on soit libéré. L'opération Fasoko est une initiative du bloc d'intervention populaire et pacifique pour la réunification entière du Mali. C'est un nouveau regroupement apolitique dont l'un des objectifs est de contribuer à rétablir l'intégrité territoriale du Mali. Libération des régions occupées du Nord, il en a été aussi question à l'ouverture du Conseil national du Rassemblement malien pour le travail Ramat, Conseil national qui sera suivi du 3e congrès du parti. Tchemogo Sagara. La double crise politico-sécuritaire n'a pas empêché les militants et sympathisants du parti Ramat à prendre d'assaut les locaux du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Il s'agit pour eux de participer à l'ouverture du Conseil national et du 3e congrès du parti Ramat. Une assemblée au cours de laquelle les congressistes se pencheront sur les nouvelles orientations du parti. Dans son adresse, le président du parti a d'abord évoqué la grandeur du peuple malien avant de regretter les graves problèmes que la nation malienne tout entière traverse. Cette grave crise doit être solutionnée le plus rapidement que possible par le dialogue ou par les armes. La question n'est pas qui va nous aider. La question n'est pas le vote d'une résolution aux Nations Unies. La question est de rassembler, de réunir nos forces pour reconquérir nos régions occupées. Que ce soit par le verbe ou par les armes, c'est tout le peuple qui doit s'y engager.
Les partis amis présents ont tour à tour témoigné leur solidarité et leur accompagnement au parti Ramat, un parti qui a beaucoup d'ambition et une vision pour le Mali. Tant qu'il y a des hommes et des femmes qui croient à son idéal et à son programme, le parti des pauvres, des exclus, des sans-voix, des laissés pour compte, le Ramat ira de l'avant. Auparavant, une minute de silence avait été observée en la mémoire de tous les frères et sœurs disparus. Comment valoriser les expériences acquises tout au long d'une vie professionnelle? C'est l'objet de la rencontre d'échange entre le monde professionnel, le patronat et la Direction nationale de la formation professionnelle. Les échanges ont porté sur les modalités de mise en place d'une commission de certification des acquis professionnels dans notre pays. Alousseni Touré. Le monde du travail et surtout le secteur informel regorge de ressources humaines capitalisant des expériences éprouvées, ne demandant qu'à être valorisées. Cette valorisation s'obtient par une certification par l'État ou par des organismes de formation reconnus et autorisés. Nous sommes dans un monde de plus en plus globalisant, au niveau sous-régional, au niveau régional et au niveau mondial. Et dans ce monde-là, seule la qualité des ressources humaines fait la différence. Et la certification et la validation est un plus, parce qu'elle permet de valoriser les ressources humaines nationales dans cette compétition mondiale. La Direction nationale de la formation professionnelle, les organismes de formation et les employeurs jettent ainsi les bases d'une concertation dont la finalité est la mise en place d'une commission de certification. La thématique de la certification et de la validation des acquis de l'expérience représente un défi majeur en ce qu'elle se situe au carrefour de deux logiques, la logique de formation et la logique du travail. Cette importante innovation permettra aux compétences d'émerger et de permettre à notre pays de disposer de ressources humaines de qualité. La finalité étant de reconnaître à chacun sa valeur tout en lui permettant de participer à l'œuvre de construction nationale. Ressources humaines, parlons-en encore. L'Association malienne des gestionnaires de ressources humaines a organisé une rencontre sur la 17e édition des Journées africaines des éditions des ressources humaines. L'édition s'est tenue du 13 au 15 novembre dernier à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Nous retrouvons le point avec Garibou Pérou. Contribuer efficacement à la question des carrières qui sont jusqu'ici mal appréhendées en Afrique, voilà l'essence des Journées africaines des ressources humaines. La thématique de cette 17e édition a regroupé les experts de 8 pays africains autour de la responsabilité sociale des entreprises, une thématique d'actualité. Le concept de responsabilité sociale est fondamental. Un travailleur qui rentre dans une entreprise, qui fait 20 ans, au bout duquel il a acquis une expérience, il faut l'aider, le former à ce que lui-même, il devienne un employeur. Justement, c'est une norme ISO, la norme ISO 26000 qui a été adoptée récemment en 2010 et qui doit vraiment être un outil d'appropriation de tous les gestionnaires par rapport à leurs activités au sein de leurs entreprises. Dans le contexte de la réforme de la fonction publique, les questions relatives aux ressources humaines doivent occuper une place centrale selon les responsables administratifs. Il s'agit des questions de mérite, d'efficacité, d'égalité des chances et autres pour le bon fonctionnement d'une entreprise. L'association des ressources humaines est en quelque sorte un de nos démembrements qui nous permet vraiment de gérer les ressources humaines pour créer de la valeur ajoutée au sein de nos administrations. Les ressources humaines sont en Afrique des fonctions à géométrie variable. Cette journée a suscité chez les participants la nécessité des principes et des codes pour la pratique d'un système normatif. Les Journées africaines des ressources humaines se tiendront au Mali en 2014. L'amicale des Guinéens du Mali a tenu aujourd'hui au centre islamique un meeting d'information. Ce rassemblement visait à informer les membres de la communauté guinéenne vivant dans notre pays des différentes actions entreprises par l'amicale. Abdrahman Meiga. Mettre la communauté guinéenne vivant au Mali au même niveau d'information sur les différentes actions entreprises par le responsable de l'amicale. Tel est l'objectif visé par l'amicale de la communauté guinéenne du Mali à travers ce meeting.
Rencontre qui s'inscrit dans la suite logique d'un processus entrepris par ce regroupement pour protester contre une décision du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger en date du 26 mars 2012. Cette décision était relative à l'élection et à la mise en place d'un bureau du Conseil des Guinéens de l'étranger. Après plusieurs tractations, une issue favorable a été obtenue. Nous avons mené ce combat dans la sérénité, la discrétion, sans heurter qui que ce soit. Et nous avons gagné. Après s'être félicité des résultats acquis par l'amicale au cours de ce processus ayant abouti à la dissolution du bureau du Haut Conseil des Guinéens du Mali, le Conseil au ministère délégué des Guinéens de l'étranger a invité ses compatriotes à se donner la main pour plus de cohésion. Nous disons aujourd'hui que la Guinée est divisée en 5 régions naturelles. Le 5e, c'est la diaspora guinéenne. Nous nous faisons le devoir de les encourager dans la solidarité, dans la fraternité. Ces différents conseils prodigués vont sans nul doute permettre à cette communauté d'être désormais unie tout en parlant d'une même voix, car c'est dans l'union et dans l'entente que tout processus de développement est possible, a-t-on l'habitude de dire. Ouvrons à présent une fenêtre sur l'actualité hors de nos frontières. 50 ans après, les héritiers de Patrice Lumumba relancent le débat sur l'ouverture d'une enquête sur les conditions de son assassinat et un pas vient d'être franchi ainsi. Le pays colonisateur, la Belgique, accepte de coopérer. Roland Lumumba vit au milieu des souvenirs de son père. Ses photos et peintures lui rappellent que la lumière n'a jamais été faite sur l'assassinat de Patrice Emery Lumumba en 1961. Mercredi dernier, la plainte qu'il a déposée avec son frère au parquet fédéral belge a enfin été jugée recevable. L'ancienne puissance coloniale va ouvrir une enquête sur la mort du tout Premier ministre de la République démocratique du Congo. Comment il est mort? Pourquoi il est mort? Qui sont impliqués dans cette mort? Et s'il y a des gens qui sont impliqués, nous espérons qu'ils seront sanctionnés pour ça. Le procès qui devrait suivre l'enquête est très attendu par ceux qui se réclament de l'héritage politique de Lumumba. Ils estiment que toutes les dérives de la démocratie en RDC sont liées à son assassinat. Nous allons nous constituer également partie civile dans ces procès et je demande à ce que l'État congolais également puisse se constituer partie civile et je demande à ce que l'ensemble du peuple congolais se constitue dossier civil parce que la mort de Lumumba n'a pas été tué comme homme seulement. Lumumba a été tué parce qu'il a défendu un peuple. 8 responsables belges de l'époque, encore en vie aujourd'hui, sont visés par la plainte. Maintenant que la Belgique a autorisé l'ouverture de l'enquête, la RDC doit elle aussi montrer son engagement pour Lumumba. Il faut réagir face aux étrangers, au niveau local aussi. Il faut enseigner les générations, il faut enseigner notre jeunesse. Pour quelles raisons on l'a déclaré héros national? Qu'est-ce qu'il a fait? Toute la démarche, sa vie, ses idées. Sur un carrefour de la capitale congolaise, la statue de Patrice Lumumba. 50 ans après son assassinat, les souvenirs commencent à s'estomper. Sa famille, comme ses héritiers politiques, attendent un message fort du gouvernement congolais. Le reste de l'actualité sur le continent, cette fois-ci à pas de course et en images, le Cameroun qui rend hommage à Théophile Abenga, le ballon d'or africain, la Guinée avec l'annonce des dates des législatives et le discours annuel du président Joseph Kabila. Joseph Kabila a prononcé ce samedi à Kinshasa son discours annuel à la nation. Devant les députés et les sénateurs réunis en congrès, le président congolais a déclaré que la défense de la patrie est sa priorité face à la rébellion du M23 à l'est du pays, soutenue selon lui par le Rwanda voisin. La défense, rien que la défense avec une armée dissuasive. Une armée nationale, apolitique et professionnelle. Un mois après la prise de Goma par les rebelles du M23, suivi de leur retrait conditionné à des négociations avec Kinshasa, Joseph Kabila a appelé les Congolais à l'unité et à la cohésion. En
En Guinée, les discussions, les débats autour de la date des futures législatives ont repris. En proposant la date du 12 mai, le nouveau président de la commission électorale s'est attiré les foudres de la classe politique. Bakary Fofana dément pour sa part toute volonté d'agir sans concertation. Le chronogramme, c'est une liste d'activités qu'on structure dans le temps. À partir de là, nous avons obtenu cette date qui correspond au 12 mai prochain. Nous sommes plus pressés d'aller aux élections que le gouvernement qui détient actuellement l'entièreté du pouvoir. Depuis un an, la tenue des législatives est l'objet d'un bras de fer tendu entre le pouvoir et l'opposition. Un drapeau autour de son cercueil, hommage des Camerounais à Théophile Abega, obsèque nationale pour le Ballon d'Or africain de 84. Le footballeur est décédé il y a exactement un mois. Il avait gagné avec les Lions indomptables les Coupes d'Afrique des clubs champions de 78 et 80 et la Coupe des vainqueurs de coupe en 79. Théophile Abega faisait partie de l'équipe qui avait séduit le monde entier lors de la Coupe du Monde de 82 en Espagne. Retour à l'actualité nationale, 2 projets pour contribuer à la sauvegarde de la biosphère de la boucle du Baoulé ont été lancés aujourd'hui à Souranzan, Tumoto, dans le cercle de Kita. Les 10 projets ont une durée de 2 ans pour un montant de près de 90 millions de francs CFA. Ces projets sont financés à hauteur de 60% par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial à travers le PNUD. Envoyés spéciaux Mohamed Diarra et Chérif Moulay Haïdara. Des projets qui donnent des signes d'espoir pour la régénération de la biosphère du Baoulé. Ils concernent la gestion durable des ressources naturelles à la périphérie de cette réserve. Les projets sont exécutés par les ONG ASIC et Génération Écologie pour un montant de près de 90 millions de francs CFA. La contribution du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial est de plus de 47 millions de francs CFA. Il y a 4 composantes. Il y a un volet information, sensibilisation, mobilisation des acteurs. La deuxième composante, c'est le composante de renforcement des capacités des acteurs. Le groupement de comités qui ont été mis en place dans les villages d'intervention du projet. Et la troisième composante, c'est le volet récupération et sécurisation des emballages vides, des pesticides et déchets apparentés. La dernière composante, c'est le développement des pôles d'entreprises agricoles autour de la filière sésame et arachide. 5 communes rurales du cercle de Kita bénéficient directement des avantages de ces projets. Ce n'est pas tout. 26 coopératives de producteurs d'arachide et de sésame verront leur capacité renforcée. Les populations bénéficiaires par la voix du maire de Souranzan Tumoto ont salué les responsables des projets et leurs partenaires. Les statistiques mondiales expliquent la motivation des bailleurs de fonds pour ces projets. Nous savons que près de 3 milliards de personnes dans le monde dépendent de la biomasse pour l'énergie de cuisson et de chauffage. Et en moyenne, une personne sur 5 n'a pas accès aux services modernes d'électricité. Cette dépendance des énergies fossiles contribue considérablement au changement climatique, avec une incidence qui affecte d'abord les plus pauvres. L'exécutif n'en demandait pas mieux. Les 2 projets participent fortement à la protection de l'environnement par le maintien de la fertilité des sols de culture, par la production de l'utilisation du compost, l'amélioration de la production et de la productivité agricole, la lutte contre la pauvreté. À travers le lancement de ces projets, les ONG ASIC et Génération Écologie renforcent leur collaboration avec les populations de Kita et rassurent par la même occasion leurs partenaires, puisque l'ONG ASIC est à son 2e projet. Environ 9 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation d'un forage à Kouralé. Kouralé, c'est dans la commune rurale de Kalabankoro. Financé par l'ONG Groupe d'Action Développement, le forage devra permettre de lutter contre les maladies diarrhéiques. Fademba Keita. Le village de Kouralé dans la commune de Kalabankoro a désormais son forage. C'est grâce à l'appui de l'ONG Groupe Action Développement et ses partenaires. D'une valeur d'environ 9 millions de francs CFA, ces forages contribuera à l'amélioration des conditions de vie de la population de Kouralé. Nous avons vraiment eu à voir les initiatives de la population. Et parmi ces initiatives, vraiment, et ces besoins exprimés par eux, il y avait la question d'eau potable. La réalisation de ce forage est vraiment une aubaine pour nous, parce que les villages avoisinants pourront utiliser ce forage-là. Les femmes de leur côté
ont apprécié ces gestes de l'ONG par la voix de leur porte-parole. Projet mɔgɔw nana ji saniman dama. N'i ko ji sanima, i ko saniya ani kɛnɛya. Vraiment de temps en temps wagati bɛ an ma hakili to a la parce que saniya de ka ɲi. Il faut rappeler que jadis, la population de Kouralé faisait des kilomètres pour aller chercher de l'eau dans les villages voisins. Du sport dans ce journal, boxe, la Ligue du district de Bamako se prépare pour les compétitions nationales. C'est ainsi qu'elle a organisé le championnat régional de boxe du district auquel les meilleurs combattants seront retenus. La compétition s'est déroulée à l'ex-SNJ à Djikoroni-Para, Aldjuma Tina. Les amateurs du noble art avaient un rendez-vous avec le championnat régional de boxe. La Ligue de boxe du district de Bamako organise cette compétition en prélude au championnat national de la fédération, auquel participeront toutes les ligues de l'intérieur. Ainsi, cette retrouvaille des meilleurs pugilistes du pays demeure une priorité pour chaque ligue, afin de faire une meilleure représentation. C'est l'intérêt de ces championnats, car les meilleurs boxeurs issus de différentes catégories défendront les couleurs de la Ligue de Bamako. Sur le ring, les combats ont été tendus. Chaque athlète a envie d'arracher une place qualificative, comme l'a fait ici l'Issoicien Mohamed Adjawakoy dans la catégorie des 49 kg face au sadiste Issa Koulibaly au point bleu, lequel a fini par jeter l'éponge au deuxième round. Dans les demi-finales, on note la qualification à la finale de Yacouba Diawara, Mamadou Doukouré, Issa Diallo et Abdoulaye Djiri. C'était à l'issue des points. Toute la satisfaction de la Ligue de boxe. Ça se passe très bien et je suis très contente et surtout satisfaite de la reprise de la boxe au Mali. Et ce championnat, c'est pour préparer le championnat national de boxe du Mali qui est prévu du 29 janvier au 2 février 2013. Cette cérémonie, c'est la grande retrouvaille de la famille de la boxe en entier par rapport à certaines situations qui s'étaient passées il y a un certain temps. Maintenant, je souhaite que cette collaboration entre les membres de la grande famille de la boxe puisse continuer à tous les temps. Cette activité marque le retour de la Ligue de boxe en compétition. Voilà, mesdames et messieurs, avant de refermer définitivement ce journal, nous revenons sur le décret portant nomination des membres du gouvernement.